La bulle immobilière. Tout ce que vous devez savoir sur l'immobilier chaque semaine. On vous informe, on discute avec des experts et on partage vos expériences. Gestion immobilière, investissement, partenariat et projets d'optimisation. La bulle immobilière. C'est plus de 13 saisons et 200 entrevues exclusives à ce jour. Maintenant, sous un angle nouveau. Avec votre animateur, Jean-François Morin. Investisseur et courtier immobilier, résidentiel, commercial et multilogement. Et votre co-animateur, Michael Falischini. Investisseur et gestionnaire immobilier. Pour plus de contenu, pour participer à nos événements et pour consulter notre magazine en ligne, rendez-vous sur labulleimmobilière.ca. Voici la bulle immobilière. Bienvenue à notre 16e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Ça fait quand même quelques saisons que Guillaume est toujours là pour animer le jargon juste avant la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison et bientôt un nouveau projet pour juillet 2026. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler au plus grand nombre. Puis sache, Mike, qu'on va avoir un nouveau commanditaire pour les prochaines saisons de la bulle immobilière. Écoute, ils vont investir sur notre look. Ils vont nous acheter des beaux T-shirts. Fait que ça va être vraiment quelque chose de... Peux-tu les nommer ou tu gardes le suspense? Il faut garder le suspense jusqu'à temps que ça soit fait officiellement. Vous savez, écoute, Mike, merci d'avoir pris la parole. Justement, je voulais te présenter depuis déjà 4 saisons qu'on co-anime la bulle immobilière. Déjà 2 ans, 16 saisons. Je suis vraiment... privilégié de pouvoir co-animer l'émission avec toi. Tu nous fais partager ton réseau, puis tu nous as partagé ton expérience aussi, puis je pense que les dernières semaines ont été un peu rush pour toi aussi, là. Ben, c'est sûr que là, c'est des gros débuts d'année de tout ce qui est immobilier résidentiel, la gestion, les renouvellements, les relocations, plusieurs enjeux aussi au niveau de la main-d'œuvre. Donc, à un moment donné, on vient dans le juin, fait que c'est ça. Puis, non, c'est ça, tu parlais de... Ça fait 2 ans, donc 4 saisons qu'on co-anime ensemble, là, puis on s'en fait parler souvent, c'est ça qui est le fun. T'sais, on se fait dire « Ah oui, j'écoute votre show, tout ça. » Puis là, des fois, on a des auditeurs qu'on découvre, qui nous écoutent, puis qui viennent, qu'on invite à l'émission. Je pense que c'est le cas un petit peu aujourd'hui. Exact. Puis écoute, tu sais, pour faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis là, écoute, moi, je disais toujours à ma première saison là, que j'avais 2 fidèles auditeurs. C'était Kevin Filion puis ma sœur, qui eux autres écoutaient le show de la bulle immobilière. Puis là, j'étais comme un crime, c'est vraiment le fun. Salut mes 2 fidèles auditeurs, etc. Puis la bulle immobilière, ça devient quasiment un incontournable dans l'immobilier. Je suis allé à un événement immobilier hier. Les gens me parlent de la bulle immobilière. Hey, c'était vraiment cool, j'ai vraiment aimé ça. Ils trouvent ça vraiment sharp au niveau de la bulle immobilière. Puis aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Simard, qui est copropriétaire des immeubles Simard, c'est ça? Oui, absolument. Merci de l'invitation. Ben, écoute, merci d'être là. Puis une des premières choses qu'on avait parlé au téléphone, c'était « Hey, by the way, je vous écoute votre show, puis je trouve ça vraiment intéressant. » Puis j'étais comme crime, viens parler, viens partager ton expérience. Merci d'écouter le show. Oui, ben c'est super intéressant. Puis on en apprend toujours à chaque fois, fait que on continue d'écouter. Yes, merci beaucoup. Fait qu'écoute, Jean-Michel Simard, j'aimerais ça que tu me parles un peu de l'entreprise. C'est les immeubles Simard. C'est une compagnie familiale. Vous êtes très impliqué depuis plusieurs années, majoritairement de vos actifs plus sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'histoire des immeubles Simard. Ben, mon grand-père, Paul-Henri, avait un restaurant à la Jonction Sillery, coin Saint-Cyril, qui est maintenant René Lévesque, et des Érables. Puis avec l'argent du restaurant qui fonctionnait très bien, ben, ils ont acheté des blocs au fur et à mesure des années, les années 70, 80. Il a construit une des premières tours de Saint-Roch, qui est le Lafayette. Et dans le fond, plus les années avançaient, plus le restaurant décroissait en performance, puis plus l'immobilier, lui, continuait de prendre la place. Alors, on s'est spécialisé dans l'immobilier à travers les décennies. Mon père a été très, très, très bon pour faire croître l'entreprise. Il a fait beaucoup de coups de circuit, un après l'autre, là, qui a fait en sorte que l'entreprise est devenue très professionnelle. Fait que là, tu es la 3e génération d'immeubles Simard. Est-ce qu'il y a une 4e génération qui s'en vient? Ou? Ben, je suis avec ma sœur. Ma sœur et moi, on est 2 doigts de la main. Là, on se parle tous les jours, puis on gère ça ensemble.
Mon père est toujours là comme mentor, puis on est très, très chanceux de l'avoir avec nous, là. La 4e génération, ma jeune, fille de j'imagine. 4 OK. ans, elle n'a pas trop la tête à ça, là. Peut-être les dessins du meuble, là, mais les enfants de ma sœur sont un peu plus vieux, mais pour le moment, on est juste tous les deux, là. Vous n'êtes pas sur cette perspective-là tout de suite, puis c'est bien correct aussi. Il faut On se le laisser. souhaite. On dit toujours faut que jeunesse se fasse, là, tu sais, fait que laissons-leur le temps de faire ça, mais assurément qu'ils vont développer un certain intérêt par rapport à l'immobilier. Qui n'a pas d'intérêt sur l'immobilier? Effectivement. Surtout Fait- quand on est dedans, là, c'est dur de ne pas vouloir. Effectivement, plus vieux, là, on va laisser la petite fille de 4 ans faire. Je l'amène ses chantiers, Ouais, puis mais c'est ça, elle mais- trouve ça le fun, fait que j'essaie de, C'est des de éponges, toutes les- développer son C'est intérêt. ça. Tout, Ben oui, ben tout oui. ce à quoi on les expose, tu sais, où finalement, tu vois que ça crée des choses plus tard. Puis bon. Comme Puis, ça tu que- sais, je te confirme, mes enfants, c'est arrivé régulièrement qu'ils sont venus au bureau avec moi, qu'ils sont venus à certaines visites, qu'ils sont venus des fois à des rencontres parce que on a des gardes de rite, on a des contextes maintenant qui nous amènent à avoir plus de flexibilité. Puis je trouve que la pandémie, elle a amené ce petit côté humain-là où ce que, hey, ça arrive, c'est correct, on vit bien avec ça, versus qu'avant ça, on était quasiment gênés. Hey, j'ai un enfant, tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun. L'entreprise familiale, les immeubles Simard, première génération avec ton grand-père qui a acquis quand même plusieurs immeubles. Ton père, lui, a intégré l'entreprise à quelle époque, à quel moment? Comment ça s'est fait, ça? Début des années 90, il était avec sa sœur dans l'époque, puis il y avait une différence de vision avec sa sœur qui fait qu'ils se sont séparés à l'an 2000. À l'an 2000, il s'est ramassé avec très peu de bâtisses, mais de l'argent pour pouvoir faire ses projets. Puis il y a eu toujours énormément de vision sur comment créer de la valeur, puis comment redévelopper des sites. Puis c'est souvent les immeubles qu'on s'y attend le moins ou qu'on a les meilleures plus-values, là. Je pense au 214 Saint-Sacrement, qui est un immeuble industriel que quand il l'a acheté, la toiture était effondrée sur le 2e étage. Je passais ma main à travers le parement extérieur et ce qui se louait pas à 7 piastres brut du pied carré, maintenant se loue au-dessus de 20 piastres du pied carré. Fait que avec un immeuble comme ça qui se paye aux 3-4 ans, ben ça donne du gaz pour pouvoir être capable de faire d'autres projets, là. C'est quand même super intéressant. Puis vous, toi et ta sœur, vous avez intégré l'entreprise à quel moment? Ma sœur a eu la chance de pouvoir passer directement de l'université à l'entreprise familiale, alors que mon père, il voulait qu'on fasse nos classes ailleurs. De mon côté, moi, j'ai intégré il y a à peu près 10-11 ans. Je suis allé chez Cominor en 2010 pour 3 ans, puis ensuite chez GP, faire de l'expérience, apprendre comment ils font les grandes compagnies pour pouvoir amener une plus-value à l'entreprise. Ma sœur, elle a commencé peut-être 5-7 ans avant ça. En gérant le Garry Dieu-Fort à côté d'ici, là. Fait que là, en allant pour Cominor puis GP, j'imagine que tu savais que tu allais un peu t'occuper du volet commercial de l'entreprise un petit peu. Tu n'as pas choisi ça par hasard, là. C'est ce qui m'allumait le plus. Puis c'est sûr que plus on est bon dans quelque chose, plus on a le goût de progresser. Puis comme tu disais, là, comme on dit en pré-entrevue, ma sœur, elle s'occupe beaucoup plus de la gestion du résidentiel. Moi, je m'occupe beaucoup plus du commercial. On s'est comme séparé les tâches, là. Elle s'occupe des ressources humaines, je m'occupe des finances. Fait que on a une belle synergie dans le bureau. Puis on se spécialise un peu, mais aussi les projets neufs, on se les sépare parce qu'on a beaucoup de plaisir à développer nos projets neufs, fait qu'on se les sépare par projet, là. Puis comme c'est une entreprise qui est très locale, très Rive-Nord de Québec, tu es un gars de Québec. T'es-tu allé à l'Université Laval ici? Oui, absolument. Administration des affaires, gestion urbaine immobilière. Ça nous donnait une bonne base pour pouvoir apprendre, même si en sortant de l'université, on a encore tout à apprendre, là, mais c'était une très bonne base. Puis tu disais aussi que ta sœur, elle a fait l'université, fait qu'elle aussi est allée à Laval. Es-tu allée dans un parcours immobilier aussi? Je pense qu'elle était en marketing plus. OK. Mais Quand même, ouais. mon pourras- père a un MBA, là. OK. Ouais. Ça pourrait être une bonne mise à jour à faire avec ta soeur aujourd'hui. À savoir, hey, by the way, c'est avec quoi tu avais étudié, non? Puis tu disais aussi que tu as été ultra impliqué dans le sport de compétition, puis même de haut niveau. Tu faisais du sport, tu faisais l'équipe du Québec du ski acrobatique. As-tu pu avoir l'occasion de côtoyer Jean-Luc Brassard ou c'était ton idole à l'époque? Ah, Jean-Luc Brassard, il est plus vieux que nous autres. Moi,
je suis une génération plus loin. On était plus dans les années d'Alexandre Bilodeau. OK, ouais. Puis même que Kingsbury, qui vient de gagner l'or, était sur l'équipe du Québec en même temps que moi. OK. C'est juste qu'il était beaucoup plus jeune, plus talentueux. À l'époque, j'étais plus vieux, fait que j'étais un peu meilleur que lui, mais ce fut très bref. OK. Hey, mais c'est quand même des super beaux parcours, ça, de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir faire du sport de haut niveau. Puis, tu sais, d'intégrer l'équipe du Québec, c'est quand même très niché aussi. Là. Il y a très peu de candidats qui ont la chance de le faire. Fait que un gros bravo. Puis, votre centre d'entraînement, était-tu plus ici, au Mont-Saint-Anne, etc.? Ou... Ah oui, on est des gens du Mont-Saint-Anne. Fait que même que quand j'ai pris ma retraite de skieur, je suis devenu coach de fin de semaine. L'équipe de ski aquatique du Mont-Saint-Anne, on aime beaucoup ça. J'ai toujours eu envie de transmettre Puis de partager. partager, développer nos jeunes. Puis c'est ce qu'on développe aussi dans la compagnie. On aime beaucoup ça, prendre des plus jeunes, puis de leur montrer. Puis c'est pour ça qu'on veut aussi avoir à l'interne tous les types. Là. Il y a beaucoup de compagnies qui engagent des courtiers pour louer les appartements. Nous, on aime ça, avoir ça à l'interne, d'avoir notre propre équipe. Puis surtout que après être sorti de l'université, après avoir fait communard, j'ai eu mes licences de courtier immobilier. Je vendais les condos de la compagnie. Puis avec mon mentor, là, Gracien Dubé, j'ai beaucoup appris sur la vente puis comment à réussir le deal, comme on dit. Là. Fait que avec cette expérience-là, j'essaie de le transmettre à notre équipe. Là. C'est quand même vraiment le fun. Puis vous disiez que quand vous aviez intégré l'entreprise, c'était plus ou moins 300 logements. C'était plus ou moins 400-500 000 pieds carrés. Fait que l'entreprise, en date d'aujourd'hui, si on fait un nouveau portrait avec toi et ta sœur... On est à 780 portes actuellement avec 300 portes en construction. Puis on est à 1 million de pieds carrés. Bientôt, on va être à 1 200 000 pieds carrés là, en acquisition actuellement. Là. Wow! Puis vous disiez au niveau des forces, c'est qu'une des choses que vous aimez, c'était d'avoir une relation avec vos locataires, autant la relation au niveau du résidentiel que la relation avec le commercial. Puis ça vient changer énormément votre rétention de clientèle aussi. Là. Fait que, j'aimerais ça que tu me parles un peu plus de la vision de votre entreprise. En tant que compagnie familiale, nous, on croit beaucoup à être proche de nos locataires, à être à l'écoute, de maintenir un lien, puis de pouvoir adapter notre offre à leurs besoins. Fait que de les écouter. Fait que tous nos locataires commerciaux, là, je suis en contact avec eux. Résidentiel, ils commencent à en avoir beaucoup, là, mais quand on a un problème, moi et ma soeur, on s'en mêle pour pouvoir s'assurer que tout le monde sont toujours heureux dans nos locaux. Mais je crois plus on sert bien nos gens, c'est du gagnant-gagnant. On essaye de toujours trouver la solution puis que nos locataires puissent croître dans nos immeubles. Fait que on ne garde pas le bail pour les menotter à nos bâtisses. On l'utilise pour pouvoir dire, regarde, tes besoins ont changé, on a d'autres bâtisses, on est capable de mieux te servir, puis on va être capable de relouer tes locaux actuels si tu veux rester dans le groupe. Là. Puis ça fait en sorte qu'on a vraiment une belle rétention de locataires à travers tout notre parc. Là. Donc, autrement dit, un petit peu ce que tu nous parlais aussi en pré-entrevue, c'est quand tu as un locataire commercial, que ses besoins changent, justement, tu es capable, avec votre parc, de les accompagner dans leur croissance en leur offrant un autre local ou un agrandissement, des choses comme ça, de sorte qu'eux, ils peuvent rester vraiment plusieurs années dans l'organisation, c'est ça? Ah, c'est ça l'objectif. Là. On a, juste cette année, on en a 4 qui doublent de superficie, fait qu'ils libèrent un local plus petit, mais une autre, on va relouer. Puis des fois, ça va vite. Là. Puis je trouve que tout le monde est gagnant là-dedans parce que même si ils passent de 1000 pieds une année, 2000 pieds l'autre année, 4000 pieds la troisième année, on a fait des travaux à chaque fois pour pouvoir les aménager, mais quand on les aménage, on se dit, est-ce que quand ils ne seront plus là, ces travaux-là vont bénéficier aux futurs locataires? C'est sûr que si c'était des travaux hyper spécifiques, industriels, ou que les travaux que tu mets, tu ne peux pas les récupérer, j'aurais peut-être une mentalité différente, mais on essaye d'orienter le client avec un designer pour que ce soit des beaux bureaux qui vont être prêtés aussi à d'autres locataires. Puis, tu sais, dans votre portefeuille, on a parlé de commercial. Est-ce que c'est quoi, mettons, la répartition commerce de détail versus bureau versus peut-être plus industriel, juste pour donner une petite idée?
On n'a pas beaucoup d'industriels. C'est surtout de la haute technologie qui est comme semi-industrielle qu'on a dans le parc technologique. On a plusieurs immeubles dans le parc technologique. On a à peu près 50 de notre commercial qui est du bureau. Puis on a un 25 environ qui est du commerce de détail. On est vraiment dans les endroits centraux. Là. On a Place Saint-Louis-de-France, les Halles de Sainte-Foy. On a plusieurs centres aux quatre coins. Tu Là. me parles de Place Saint-Louis-de-France. Moi, je suis un gars de Saint-Louis-de-France, puis j'habite à côté de là. D'ailleurs, toi aussi, Jeff, maintenant. Y a-tu une possibilité de redévelopper ce site-là un jour ou c'est trop tôt pour parler de ça? Parce que c'est quand même... Ça va se faire un jour. Okay. Est-ce qu'on a des plans? On parle avec la ville, mais on a des baux actuels aussi qu'il faut respecter. On a des locataires qui sont là. Fait que chaque projet... Ça prend des fois 1 an à préparer, des fois ça prend 10 ans puis 15 ans. Fait que on a des horizons sur plusieurs décennies de projets qui s'en viennent, mais qui n'iront pas tout au même rythme. Puis c'est pour ça que des fois, nous, on vise de faire 200 portes par année. Puis cette année, on va partir 3 projets pour faire près de 500 portes. C'était pas le plan initial, mais souvent... On ajuste. On s'ajuste par rapport aux livraisons de permis. Là. Il y en a un qui aurait dû partir il y a 3 ans, puis que ça a pris 3 ans de trop pour pouvoir le démarrer aujourd'hui. Mais puis quand tu t'es battu pendant 5 ans pour ton changement de zonage, tu te dis pas que c'est pas le bon moment pour le partir. Là. Tu veux pas reculer définitivement. Puis le point que je trouve, c'était un peu là-dessus, je m'en allais. On parle d'une croissance environ de 20-25 au niveau du pied carré commercial, au niveau du résidentiel aussi, ça ressemble quasiment à ça, pareil. Est-ce que c'est la perspective que vous avez aussi pour les prochaines années? Il y a toujours la stratégie globale, mais il y a la tactique de la réalité qu'il faut réajuster souvent. Là. Mais c'est un peu la vision de l'entreprise que vous avez, là, de prendre un 15, 20, 25 de croissance de construction annuelle? Oui, c'est ça notre vision. Puis ça varie d'année en année, autant du point de vue de croître en commercial par rapport au résidentiel, sauf que là, on a suffisamment de terrain puis on a suffisamment de projets de construction qu'on va être un petit peu moins en acquisition, un peu plus en construction dans les prochaines années. Puis l'usager, est-ce que vous le regardez quand même en parallèle ou vous vous concentrez vraiment plus sur le neuf et sur le commercial? L'usager dans le résidentiel? Là? Dans le résidentiel, on ne le regarde plus. Depuis peu, là, parce que dans le fond, on a eu très, très peu d'opportunités. Là, on parlait avant la pause d'une belle opportunité que j'ai eue 98-2000 où que j'ai acheté 2-18 voisins que j'ai réussi à faire une belle transformation, mais j'ai peu d'opportunités là-dedans. Tandis que dans le commercial, les gens m'appellent pour m'offrir des deals qui sont souvent très intéressants. Puis... côté aussi développement des terrains pour construire, ça aussi, je reçois beaucoup d'appels d'opportunités, puis on les analyse. Là, tu fais bien, laisse-nous l'usager. Là, puis... Le marché de la revente. Puis d'un autre côté, la vision change aussi où ce que vous devez regarder pas mal plus des projets de 100 logements et plus. Là. Bien qu'à un moment donné, on oriente la perspective, le portefeuille fait en sorte que l'appétit devient moins intéressant pour des plus petits immeubles. Puis vous avez aussi la performance de pouvoir amener des plus grands projets aussi. Là. Fait que ça vient aussi en cours de route puis dans l'évolution de l'entreprise aussi. Là. Oui, c'est comme ça qu'on voit ça aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'on est comme à la grosseur d'entreprise où on joue dans une cour qui a moins de joueurs. Si on est dans des plus petites bâtisses, il y a énormément de concurrence pour acquérir les immeubles, puis on est peu compétitif par rapport à ça, puis aussi on a moins d'intérêt parce que acquérir un petit immeuble, c'est beaucoup d'ouvrages pour le peu que ça rapporte pour notre entreprise. Parce que tu sais, acheter un 6 logements puis un 100 logements, c'est quasiment la même affaire au niveau du temps que tu vas mettre et des différentes étapes. Tu sais, Tandis que aussi, si on va plus gros, on n'est pas de compétition sur le taux aussi. Là, on a essayé d'acheter un parc dans le Bourgneuf qui avait plus de 100 portes et c'est un fonds de retraite ontarien qui nous a battus, mais eux autres, ils reprenaient l'hypothèque qui était moins de 50 % du montant, puis
eux autres, ils pouvaient emprunter la différence à un taux dérisoire, tandis que nous, on est des plus gros taux. Là, on ne peut pas compétitionner dans les acquisitions comme ça. Fait qu'on est comme dans le sweet spot là, pour des Pour votre terrain de moyennes jeu à vous autres. envergures. Là. Ouais, Exact. Pour votre terrain de jeu à vous. Puis c'est super important de pouvoir se nicher avec ça. Mhm. Ça met la table déjà sur notre premier segment. On a la chance aujourd'hui d'être avec Jean-Michel Simard, copropriétaire, je peux dire ça, des immeubles Simard. Vous savez, vous avez des projets d'acquisition pour un condo avec une vue. Il y en a très peu en construction sur la Rive-Sud. On a les condos Victoria, 7 unités de prestige qui sont à vendre. On a des stationnements intérieurs, stationnements extérieurs vus sur le fleuve à côté du parc Saint-Laurent. Vous voulez plus d'informations sur les condos Victoria? Écoute, c'est des unités de 1300 à 1800 pieds carrés. C'est quand même vraiment des grandes unités. Vous me contactez directement sur mon courriel à info@jean-françois-morin.ca. La Bulle, immobilière au 96.9 FM, l'alternative. On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini-Mercier. Pour vos besoins en gestion locative, vous les contactez directement. Mike, j'aimerais ça que tu me parles un peu de qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu peux faire pour aider les entreprises aussi en gestion locative. Absolument. Ben, nous, on accompagne autant des investisseurs qui voudraient acquérir, donc on achète en partenariat, mais pour nos clients plus qui sont des propriétaires d'immeubles qui n'ont pas nécessairement le temps de s'en occuper, etc., on offre aussi un service de gérer carrément pour eux. On se met dans le soulier du propriétaire. Tout ce qu'on s'occupe pas pour un propriétaire, c'est vraiment les ventes, achats-ventes et refinancements. Mais tout ce qui est l'exploitation du quotidien, percevoir les loyers, s'occuper de la comptabilité de l'immeuble, louer les logements, s'occuper des travaux. Vraiment, toute la poutine un peu plate à faire pour les propriétaires pour qu'eux puissent se concentrer sur leur croissance et leur développement immobilier. Bien, c'est ça qu'on fait dans notre day-to-day. Là. C'est quand même vraiment cool. Aujourd'hui, on est avec le copropriétaire Jean-Michel Simard des immeubles Simard. Puis vous avez un volet beaucoup plus résidentiel. Bien, je ne veux pas dire beaucoup plus, c'est quasiment 50-50, quasiment Oui. dans le parc, résidentiel et commercial. Puis j'aimerais ça qu'on aborde un peu plus le volet résidentiel. Tu sais, actuellement, on est dans une folie de marché immobilier. Tout le monde se lance dans des nouveaux projets de construction. On parle d'abordabilité, d'accessibilité au logement, puis que de crise de logement. Mais tu sais, la crise de logement, elle se passe beaucoup plus sur l'abordabilité, sur des logements qui sont plus raisonnables. J'aimerais ça que tu me dises comment que vous positionnez là-dedans, vous, dans le marché d'aujourd'hui, votre vision un peu future, puis comment que vous avez tiré votre épingle de jeu là-dedans? Ben, c'est beaucoup de choses que tu m'as dit. Là. Dans le fond, on a des gros défis parce que ça se construit énormément. Il y a beaucoup de compétition. Il y a énormément de portes à Québec qui se livrent. Puis nous, on considère que si on offre un plus beau logement avec un plus beau milieu de vie à un prix très intéressant pour le client, ben, ils vont venir chez nous plutôt que la compétition. Fait que on se concentre vraiment à faire des plus belles endroits avec tous les services. Là, la plupart de nos projets, on a piscine, gym, salle de réception. Même au Rivero, on a fait un pickleball à l'intérieur. C'est un franc succès. C'est en croissance pas mal, le pickleball. Hein? Moi, je pensais pas que le monde prendrait la plage horaire au complet. Il faut les restreindre parce qu'ils seraient là de nuit. Là. Puis, fait que c'est ça. C'est une question de prix aussi. Au lieu d'essayer de soutirer dans nos projets neufs, là, chaque dollar de chaque pied carré de nos logements, nous, on préfère avoir des logements qui fitent avec le besoin. Fait que la clientèle qu'on va aller chercher, on a souvent des meilleurs sites. Fait qu'on a une meilleure clientèle qui veut le plus grand. Fait qu'au lieu de faire toujours plus petit comme notre compétition, nous, on fait un peu plus grand. Souvent, il y a un bureau pour le 3,5, un bureau pour le 4,5. On va faire des logements un peu plus grands. Puis, quand on fait notre liste de prix, on s'arrange pour que les finances fonctionnent avec la liste de prix de base. Mais les premiers qui louent vont payer moins cher que les suivants. On veut créer un effet d'entraînement. On loue moins cher au début pour créer de l'engouement. Puis, au fur et à mesure, là, on se rapproche du prix moyen, là, la valeur intrinsèque du logement. Fait que, puis, étant donné qu'on est une compagnie familiale puis qu'on a une vision à long terme qu'on n'a pas l'intention de vendre, ben on se dit, un jour, on va être capable de remettre à la valeur du marché les logements quand les gens quitteront. Mais c'est plus sur un horizon très long terme. Là. Puis, Ça veut dire qu'un résident qui vient louer chez vous peut s'attendre de peut-être avoir une croissance d'augmentation de loyer
je ne veux pas dire plus basses, mais standards, mais peut-être pas optimisées toujours au maximum, etc. Puis ils vont s'assurer d'avoir une certaine constance. Oui, parce qu'on voit des compétiteurs qui offrent un prix attractif au départ, puis dans le premier 5 ans, on peut faire des augmentations beaucoup plus grandes, puis ils mettent le maximum à chaque fois, tout le temps. Nous, c'est pas notre modèle d'affaires. Nous, encore, j'en ai parlé tantôt, là, mais la relation client est vraiment importante pour nous, puis on préfère avoir des locataires qui sont heureux longtemps que d'essayer de maximiser la valeur de nos bâtisses. On va réussir à maximiser la valeur de nos bâtisses sur plus d'années et non pas sur le plus vite possible. Puis, c'est ça, on en jasait un petit peu tantôt. Je pense que c'est très avisé d'y aller avec une stratégie comme ça dans un marché comme en ce moment, parce qu'on en jasait en ce moment, je pense, puis corrige-moi si tu me diras ta vision du marché par rapport à ça, mais on voit un peu la résultante des 3-4 dernières années où ce qu'on a crié crise du logement, puis là, les logements, ils arrivent tous, puis ils arrivent en gros bloc, puis il y a du logement qui se livre. Fait que comment tu vois l'absorption, le marché locatif? Et je pense que ça commence à être un petit peu plus difficile pour certains dans le marché. Toi, tu le vis comment? Je voyais des statistiques à l'IDU, là, ils ont sorti les statistiques des bâtiments livrés depuis 2022, puis le taux de vacances, le taux d'inoccupation était quand même très élevé dans les bâtiments livrés. Il y a beaucoup de projets qui se livrent à 50-60 % d'occupation. Nous, on a toujours livré nos bâtiments à 100 % loués. On est en utilisant notre stratégie parce que si on... En utilisant la stratégie où ce que tu veux avoir un prix de marché où ce que les gens viennent, Oui. vous créez un momentum. Puis on a des milieux de vie plus intéressants. Dans le fond, on veut avoir des beaux projets. Nos projets sont toujours bien situés. C'est sûr que dans étant plus dans le nord de la ville, sur les extrémités, avoir une bâtisse. C'est à cause que aussi, tu parlais d'abordabilité. Ça coûte cher construire des bâtiments de qualité comme on le fait, là, puis on n'est pas... On n'est pas capable d'aller là. C'est sûr qu'il faut faire des choix, là. Si on met la piscine, gym, salle de réception, on ne peut pas être le moins cher du marché. Nous, on ne vise pas la clientèle qui veulent payer le moins cher possible. Soit on est quand même obligé d'avoir une certaine abordabilité pour nos financements, mais c'est un gros défi parce que aussi les règles que le gouvernement nous impose s'accumulent d'année en année. On a de plus en plus d'exigences, puis c'est de plus en plus coûteux construire, là, puis on n'est pas dans le modèle de faire des petits appartements. Il y a beaucoup de nos compétiteurs qui font de plus en plus de petits appartements. Nous, on est plus faire... du plus grand logement. Ouais. Puis c'est ça, puis ça vous fait une petite police d'assurance aussi, justement, parce que si dans les 3, 4, 5 prochaines années, le marché est plus tough au niveau de la location, mais vous avez déjà des immeubles justement un petit peu plus grands que la moyenne, pas des immeubles, des logements, je veux dire, avec un prix raisonnable. Fait que quand ça va être dur tantôt, autrement dit, vous allez répondre un peu plus présent, puis il y en a qui vont manger le bas, là, parce qu'on commence à le voir. Oui, tout à fait. Puis je pense que sur le long terme, on va être gagnant sur notre stratégie. Je pense qu'il y en a qui vont mieux performer à court terme parce qu'ils vont tout maximiser chaque pied carré. Mais je pense que sur le long terme, on va être content d'avoir construit plus grand, puis ça va prendre plus de valeur sur le long terme. Puis on a eu l'occasion de vous rencontrer aussi parce que vous étiez présent au colloque immobilier qui s'est passé en février dernier. Vous aviez un projet, le Rivero, qui avait été décrit par les architectes puis les gens qui avaient proposé travailler sur le projet. J'aimerais ça que tu me parles un peu de l'historique de ce projet-là, puis où est-ce que vous en êtes rendu, à quel moment que vous avez pu avoir une opportunité d'analyser l'opportunité, puis de nous donner, je ne veux pas dans le fin détail, mais de nous donner un peu l'évolution du point de départ jusqu'à la présentation quasiment au colloque immobilier. Bien, je trouve que ce projet-là, ça démontre bien qu'il faut se remettre en question au fur et à mesure de nos projets, puis il ne faut pas prendre pour acquis que ce qui était bon hier va être bon demain. Quand on a acquis l'immeuble, c'était public, là, il était dans le Journal de Québec, là, la mise en vente de l'immeuble. On a eu un meilleur edge pour pouvoir l'acquérir parce que tout le monde y avait bêté sur la valeur du terrain, moins la valeur du coût de démolition de l'immeuble, alors que nous, on mettait une valeur sur la structure de l'immeuble qu'on pouvait récupérer. Alors, le terrain plus la structure, ça nous donnait notre prix d'acquisition. Fait que c'est pour ça qu'on a été capable de l'acquérir. Ensuite, on a essayé de louer. La CNESST restait dans les locaux pour 5 ans. Fait que ça nous donnait comme un peu de temps
de se préparer pour une transformation de l'immeuble. Puis au départ, on voyait de le transformer en... juste le rénover, faire du bureau plus haut de gamme dans cette bâtisse-là. Mais la pandémie est arrivée, puis on s'est bien rendu compte qu'au moment même où il fallait être le plus intense dans notre location, des locataires de 20 000 pieds carrés qui sont difficiles à trouver, mais là, on avait 300 000 pieds à louer, fait qu'on n'y arriverait pas. On le voyait, fait que c'est là qu'on s'est reviré de bord, puis on s'est dit comment on peut transformer cette bâtisse-là en résidentiel. On a fait des plans avec nos architectes, on a tourné ça de tous les bords. C'est sûr que au départ, on était très inquiets de faire des logements très profonds parce que on avait peur que ce serait sombre au fond du logement. Mais avec... C'était limité à cause de la fenestration, dans le fond? À cause de la profondeur du bâtiment. Fait que là, on voulait avoir des pieds carrés logiques. Puis, en ayant 45 pieds de profond, les logements, on avait une largeur qui nous donnait juste assez large pour pouvoir faire un salon puis une chambre. Sur, je pense, c'est 22 pieds de large. Fait on avait des allées de quilles un peu. Puis quand on les regarde sur plan, c'était un peu inquiétant parce qu'on se disait ça va être sombre. On a tout misé sur les fenêtres pour aller chercher une grande luminosité provenant de la façade. De la façade. Puis les logements sont fabuleux. Fabuleux parce que on a des plafonds de 14 pieds de haut, des grandes fenêtres. Puis ça fait un style industriel qui vraiment allume tous ceux qu'on a rencontrés. Puis même quand on louait sur plan au départ, il y avait encore un peu d'inquiétude, puis on louait moins cher. Mais quand on a ouvert notre bureau de location, notre condo modèle, en fait, je voulais dire, là, le monde avait le coup de cœur instantané. Là. Il rentrait dans le condo modèle, puis on en signait 3 par jour. Là. Puis, tu sais, l'avantage de ça aussi, c'est quand tu rentres, tu as comme toutes les aires ouvertes qui sont là. Je les ai vus les plans aussi dans la présentation. Mais il y avait tout qu'un enjeu aussi au niveau de la revalorisation du site, là, parce que là, tu sais, vous aviez une structure qui était à la base pour des espaces bureaux. Fait que, tu sais, c'est vraiment des boîtes à savon, là, tu sais. C'est des boîtes carrées, des trames structurales, des fois plus espacées que ce qu'on voit dans le résidentiel, ce qui fait en sorte que, justement, ça l'amenait le défi de le corridor, on le place à quel endroit? Parce que là, tu sais, le corridor, il faut que ça demeure logique, mais là, il y a la trame structurale qui ne permettrait pas nécessairement d'utiliser la logique du résidentiel. Fait qu'il a dû avoir quand même quelques casse-têtes dans le projet. Tout était réfléchi. Là. On avait des caissons que si on... fallait mettre nos murs à certains endroits pour que ça coûte moins cher. Il fallait mettre nos corridors à certains endroits. Il a fallu tout remettre notre bâtiment antisismique. Là. Dans le fond, on a mis des immenses structures pour rajouter de la rigidité au bâtiment. Tout a été réfléchi de tous les bords. C'était compliqué. On a eu énormément de situations dans le chantier où on avait des surprises, puis il fallait s'ajuster aux surprises qu'on voyait. Mais le résultat final valait la peine, mais c'est un gros travail, beaucoup plus compliqué qu'un bâtiment neuf. Là. Mais aussi, ça crée des opportunités parce que si on l'avait laissé en bureau, on aurait eu besoin de tous les stationnements extérieurs pour pouvoir fournir à notre bâtiment en stationnement nécessaire. Tandis qu'en résidentiel, on a besoin de beaucoup moins de stationnement. Fait que là, on a du terrain excédentaire. On va pouvoir faire une phase 2, phase 3, phase 4 autour du terrain. Fait que ça... C'est encore plus rentable comme ça qu'en bureau. On ne l'avait pas analysé de même avant la pandémie, mais là, on est très content. On commence à voir ça un peu plus là, dans le marché de prendre des immeubles à bureau parce que là, depuis plusieurs années, l'absorption au niveau du bureau est tough. Fait que là, c'est une tendance là, qu'on voit émerger là, d'acheter soit des strips commerciales, des immeubles à bureau que le gros locataire, mettons, il n'est plus là. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtisse-là? Fait que de redévelopper les terrains et les bâtiments. Là. Mais c'est pas tous les immeubles qui s'y prêtent. Il y a des immeubles qui s'y prêtent beaucoup moins, puis je veux pas dire que c'est bon partout, là. C'est vraiment pas le cas. Mais souvent, les immeubles à bureau ont été mis dans des prime spots, là, des endroits où que le site est extraordinaire. Fait qu'on réussit à avoir plus de budget, puis aussi on n'aurait pas l'opportunité de pouvoir construire dans ces sites-là si on ne reprenait pas un immeuble à bureau. Fait que je sais que ça se fait beaucoup dans d'autres provinces. C'est souvent beaucoup plus subventionné. Là. Nous, on n'a eu aucune subvention pour le Rivero. Mais puis, vous êtes aussi des exploitants d'immeubles commerciaux. Fait que ça doit vous aider des fois dans certains sites ou certaines acquisitions. Ah, OK, ben on supporte
l'opération pendant 3, 4, 5 ans parce de toute façon, on est des gestionnaires de commercial, fait que ça doit être un avantage aussi versus le développeur de multirésidentiel qui n'a jamais opéré de commercial. Ben là, lui, il faut qu'il fasse son projet de suite ou qu'il se lance dans « je dois opérer un immeuble à bureau pendant X nombre de temps, le temps de supporter mon terrain. » C'est drôle, on dirait que tu lis dans mes pensées, là, parce qu'il y a un projet que je ne peux pas parler, une conversion qui s'en vient, qu'on va devoir justement conserver en bureau quelques années, puis d'avoir cette expertise-là pour pouvoir être capable de conserver le bâtiment en bureau plusieurs années pour ensuite préparer notre projet multirésidentiel. Ça nous donne vraiment un edge. Puis aussi, des fois, on a des opportunités d'acheter des propriétés où on voit qu'il y a une plus-value à long terme et que les baux sont en place, puis qu'on ne pourra pas le faire tout de suite, mais ça fait en sorte que nos projets, on ne les fera pas toutes la même année. Il y en a que c'est sur un horizon de 5, 10, 15 ans qu'on va pouvoir les faire. Vous avez beaucoup de land banking, là, entre guillemets, aussi, puis ça vous permet de vous adapter aussi avec le marché locatif. Là. Mettons, tu prévois développer pour les 20 prochaines années, mais tu sais, OK, peut-être dans 7 ans, ça va être la grosse pénurie de logements. À l'inverse, peut-être dans 7 ans, il va y avoir une énorme suroffre. Ben, toi, avec ton land banking, que à certains endroits, il y a des espaces qui sont loués, mais ça te permet de jouer tes cartes aussi là, dans le temps. Ben nous, on aime ça quand il y a déjà une bâtisse puis des revenus. Fait que comme ça, le temps n'est pas un problème pour nous. Ça ne coûte rien. Il y a un certain revenu en attendant que notre projet soit mûr puis que ce soit le bon moment pour ce site-là. Puis les changements de zonage, c'est tellement long de manière générale qu'on se donne le temps. Puis aussi, ça fait en sorte qu'on est capable d'essayer de prévoir pour qu'à chaque année, on ait un projet et qu'on ne les aille pas tous en même temps. Puis, tu sais, en ayant du land banking, comme tu disais, Mike, ben ça fait en sorte que on aurait peut-être plus un 200 logements pour tel type d'unité, mais on a aussi un 300 logements pour tel type d'unité. Bien, finalement, on va peut-être devancer le 300 versus le 200 parce que là, on est en mesure de pouvoir travailler de front, puis de voir, puis d'être plus dans la planification. Fait que ça, c'est quand même un gros avantage. Puis dans les planifications que vous avez, je pense que tu parlais de 300 à 500 logements en construction et ou en cours de construction. Vous aviez 4 projets actifs. On avait puis là, tu me reprends si je me trompe, mais on avait le Trilogia, on avait l'Arboris, on avait le Rivero phase 2, excuse-moi, puis le quartier du Parc. Exact. J'aimerais ça que tu me parles de chacun de tes projets. Trilogia phase 2, c'est un actif qu'on a acheté il y a à peu près 10 ans. On a fait un premier 60 logements sur le terrain. C'était 2 maisons puis 2 bâtisses commerciales qui étaient sur le site, juste à côté des Halles de Sainte-Foy. Puis, dans le fond, on avait le zonage pour pouvoir faire 3 60 logements. Fait qu'on a commencé par un premier 60 logements, mais quand on a fait nos plans pour les 2 suivants, on s'est rendu compte que avec la forme du terrain, on arrivait avec des logements qui étaient plus hétéroclites. Là, fait que ça faisait des moins beaux logements. Fait qu'on est reparti à la table à dessin. Puis on fait un seul bâtiment de 140 logements qui est en construction actuellement. Ça fait des super de beaux logements. On est en haut de la côte, fait qu'on a une belle vue sur la ville. Puis ça, c'est pour une livraison à l'automne 2027. Juillet 2027. Puis ensuite, deuxième projet, le 955 Grande Allée, l'ancien Loto-Québec, qui s'appelle Arboris. On est aussi en construction pour un 146 logements. Ça, on a travaillé fort. Le changement de zonage, là, c'était le parcours du pèlerin. Là, on a rencontré toute la communauté à de nombreuses reprises dans des consultations publiques. On s'est aguerri d'une équipe d'Atkins là, pour avoir une meilleure adhésion de la communauté. Puis on souhaite que notre projet se joigne bien, s'intègre bien. On va faire un projet qui est vraiment magnifique. Là. Très supervisé par la CUCQ. Puis dans le fond, on va avoir un projet plus pour les personnes retraitées là, à cet endroit-là. Puis vous avez eu besoin d'avoir justement quelqu'un qui se spécialise avec l'acceptabilité sociale pour s'assurer justement que la communauté accepte le projet puis puisse voir le jour. Oui, puis ça nous a changé aussi notre vision de comment... d'écouter les gens sur leurs appréhensions sur pourquoi. Bien, on avait une vision il y a 5 ans que... ça servait à rien. Les gens étaient trop braqués pour pouvoir qu'on réussisse à argumenter avec eux. Puis d'engager des professionnels dans ce domaine-là, ça a fait en sorte maintenant, on aime mieux les rencontrer, les gens. Puis on est surpris à quel point des gens qui, au départ, étaient contre notre projet, mais quand tu les rencontres, tu les écoutes, tu es prêt
à faire une différence sur ton projet par rapport à leurs commentaires, ben, les gens y adhèrent à ton projet, puis ils sont des fois même devenus des alliés à notre projet alors qu'ils étaient des Qui fervents. deviennent des ambassadeurs, ouais. Oui, ils deviennent des ambassadeurs. Tu sais, quand on les implique dans le processus, on a un comité citoyen qui entoure le projet de Arboris en ce moment. Fait qu'on on est à l'écoute, puis ça nous aide dans nos projets. Il n'y a jamais rien qui fait gagner qu'à jouer du coude, puis de vouloir gagner, puis de contester tout le temps. Tu sais, des fois, d'être à l'écoute. Puis des fois, ça peut être des ajustements qui sont quand même mineurs, mais comme ils ne sont pas écoutés, ben, tu sais, le mineur devient majeur, puis ça fait en sorte que ça met beaucoup de freins. Puis, tu sais, on a rencontré plusieurs intervenants sur l'acceptabilité sociale, puis c'est un enjeu qui est vraiment important. Puis, tu sais, les promoteurs n'ont pas toujours une vision mathématique seulement. Là. Tu sais, vous créez des milieux de vie, vous laissez un patrimoine bâti, c'est pas au détriment de la vie des autres non plus. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun que vous ayez beaucoup cette vision-là. Puis on arrive aussi avec le Rivero phase 2. Sauf que là, c'est pas une réhabilitation de site, c'est vraiment une nouvelle construction, c'est ça? Exact. On va faire 214 logements en façade sur le bord de la rivière avec vue sur la ville. C'est un bâtiment qu'on veut essayer de garder dans le même style que le Rivero 1, même si on ne pourra pas avoir les mêmes superficies, là, puis qu'on n'a pas la même profondeur de bâtiment. Allez-vous aller chercher du 14 pieds de plafond aussi? Ouais, c'est surtout là qu'on ne sera pas capable de le faire. Là. C'est plus rentable de faire des choses comme Mais ça. c'est sur un terrain qui est vacant ou on reprend une bâtisse? C'est un C'est sur le site. stationnement. Le stationnement qui est en façade. Fait que tu repars à 100% à neuf. Oui, exactement ça. Dans le fond, mais en même temps, on va pouvoir partager un peu les services qu'on a construits. Là, on a fait la totale pour le Rivero 1. Puis les gens du Rivero 2 vont pouvoir en profiter, même si on va bonifier L'offre de service. service. Exact. Puis après ça arrive, c'est le quartier du parc. Ça, c'est quand même un méga projet. Là. Oui, le quartier du parc, c'est le terrain qu'on a acquis de Communard l'année passée. C'est un projet que ça fait 20 ans qu'ils ont essayé de développer ce secteur-là, mais c'est l'arrivée du tramway qui va arriver directement sur ce site-là qui fait en sorte que ça rend les choses possibles là, de développer un nouveau quartier qui est voisin du Décathlon puis du Ikea. Il n'y a pas juste nous, là, il va y avoir aussi les Roussins puis le groupe de l'air qui vont construire dans ce quartier-là, mais ce qu'on veut faire, c'est un quartier qui va être basé sur le transport en commun. On ne veut pas enlever les autos aux gens, mais on veut que les gens n'aient pas besoin. On va avoir tous les services, là, épicerie, pharmacie, restaurant, café. On veut que tout se fasse à pied, puis que les gens soient capables de vivre. Ce qui est rare dans la Ville de Québec, de réussir à ajouter un quartier complet sans rajouter 30 000 autos sur sa route. Là. Je pense que c'est un des seuls sites dans la ville qui va le permettre. Puis je pense que ça va être un gros plus. On veut faire de quoi de beau qui va être très nature. On l'appelle le quartier du parc parce qu'on veut que, au lieu que ce soit que de l'asphalte autour de nos bâtisses, là, on veut que ce soit de la verdure puis que ça soit très différent de ce qui se fait ailleurs. On peut-tu parler du nombre de bâtiments projetés puis le nombre d'auteurs projetés environ? Hauteur, je peux pas vraiment, mais nous, on viserait à peu près 17 bâtiments là, sur notre site à nous, en plus des voisins. Fait que il va y avoir beaucoup. La ville souhaite un TOD à cet endroit, puis c'est logique de le faire. Fait que, il faut avoir une certaine hauteur pour pouvoir avoir la densité nécessaire pour que ça soit fonctionnel, puis qu'on maximise notre transport en commun. Fait que oui, on souhaite de la hauteur, mais que ça soit harmonieux, puis aussi en l'accent sur le transport en commun, ben, tu sais, puis en ayant tous les services sur notre site, ben, on n'ira pas déranger nos voisins. Là. Fait que, tu sais, tout le quartier de Cap-Rouge qui pourrait avoir peur que tous nos résidents traversent Cap-Rouge au complet pour aller au GA des Sources, là, on n'est pas là du tout. Là. On souhaite... Vous avez quand même plusieurs contacts chez Maxi aussi, là. Ouais, je pense qu'on n'aura pas trop de misère à trouver. Oui, définitivement. Puis, tu sais, de pouvoir créer un environnement, justement, propice où ce que tous les gens vont avoir directement sur le site, ça va changer complètement la donne aussi. Ça passe vite, l'émission de la bulle immobilière. On a 1 heure tapant pour discuter avec nos invités. On est obligé d'aller à la pause, mais le deuxième segment, c'est une présentation de MGM Électrique. Vous avez des besoins en électricité, vous les contactez directement, MGM Électrique, au 418-997-7723. Tu sais, Mike, on vient d'acheter une nouvelle propriété à Sainte-Foy. Puis justement, on avait tout le sous-sol
à réaménager, électricité, plomberie, division. Là, il nous reste les murs à l'uréthane à faire à l'extérieur pour finir final. Puis MGM Électrique sont venus chez nous, 2 gars, 3 jours d'affilée. Les gars, ils ont fait une job solide. Fait que vous avez des besoins en électricité, vous les contactez directement. MGM Électrique. La Bulle, immobilière au 96.9 FM, l'alternative. Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, puis encore mieux, ça vous tente de venir partager votre expérience, comme Jean-Michel des Immeubles Simard, qui partage son expertise puis son expérience avec nous aussi. Bien, c'est super simple. Vous pouvez me contacter par courriel sur info@jean-françois-morin.ca. Vous avez des besoins en immobilier, que ce soit pour la vente, la location, du commercial, multilogement, terrain, développement industriel, vous me contactez. Ça me fait vraiment plaisir. On en fait à tous les jours, plusieurs fois par jour. Fait que ça fait en sorte qu'on a une super belle expertise aussi. Je suis toujours avec Mike Faleschini de Gestion immobilière Faleschini-Mercier. Écoute, Jean-Michel, tu nous as parlé de ton parcours résidentiel, la vision résidentielle que vous avez, mais vous avez quand même 1 million de pieds carrés actuellement. Vous êtes loué à 98 du parc. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la progression de votre parc, parce que quand vous êtes arrivé, c'était 400-500 000 pieds carrés. Là, vous êtes rendu à 1 million et plus. Là, vous êtes en acquisition. C'était quoi un peu le portrait du parc? Puis c'est quoi le portrait du parc en date d'aujourd'hui? Puis à qui vous louez? Puis c'est quoi vos stratégies? Fait qu'il y a pas mal de stock. Commençons sur, quand que vous avez intégré l'entreprise à 400-500 000 pieds carrés, de quelle façon vous avez réussi à amener 1 million de pieds carrés? Bien, c'est vraiment par les opportunités qui se plaçaient à nous. On regarde des immeubles qui sont sous-évalués selon nous par rapport à comment ils ont été gérés par le passé, puis où notre expertise est capable d'amener l'immeuble à un autre niveau. Fait que quand on voyait des immeubles qui avaient des hauts taux de vacances, on se disait, est-ce que les locaux qui sont vacants, moi, je suis capable de les louer? Puis on s'est développé une stratégie là, que, dans le fond, je voyais des immeubles que j'ai achetés de Cominor que je gérais en 2010 pour Cominor. J'ai pu les acheter, puis les locaux étaient encore vacants de l'époque de 2010. Fait que là, est-ce qu'on laisse ça comme ça ou on investit grandement dans les locaux? Puis nous, on a fait le choix que, dans le fond, on met plus d'argent, on loue un peu moins cher que la compétition, puis on amortit nos travaux sur 10 ans au lieu de 5 ans. Même si le locataire loue pour 5 ans, parce qu'on se dit, tout l'amour qu'on va donner à ces locaux-là qui étaient, pour la plupart, affreux, là, puis même épeurants dans certains cas, on met beaucoup, beaucoup d'amour. Puis là, c'est des super de beaux locaux. Les locataires sont contents. On sait qu'ils vont rester ou se développer dans notre parc immobilier. Fait qu'on a une belle stratégie là-dessus qui fait en sorte qu'on est capable de louer tous les pieds carrés qui peuvent être difficiles à louer, mais c'est souvent en investissant. Mais quand on a le big picture de la bâtisse, elle devient beaucoup plus rentable en étant 100% louée, puis on rembourse nos travaux sur une période de temps. Là. Mais là, votre modèle d'affaires dans le volet commercial, est-ce que c'est plus justement de créer un plus gros cash flow ou vous allez optimiser, comme tu dis, en relouant plus cher puis aller refinancer pour chercher sur votre nouvelle valeur? Donc, plus cash flow ou bien optimisation, refinancement? Optimisation, refinancement. Dans le fond, nous, comment on voit ça, c'est que dans le fond, on acquiert un immeuble, on reloue les locaux vacants, on optimise la valeur. Dans certains cas, le stationnement gratuit devient payant ou des choses comme ça. On augmente la valeur de l'immeuble, on le refinance plus haut, puis on est capable de récupérer notre mise de fonds, les travaux qu'on a mis dans la bâtisse. Fait que comme ça, on finance les travaux qu'on a mis dans l'immeuble sur un prêt qui est hypothécaire, donc moins cher. Puis ça nous permet de passer au prochain projet. Ça veut dire que j'achète un immeuble, ça me prend 2 ans la remettre à sa nouvelle valeur, puis je peux tout de suite acheter un autre immeuble au bout de 2 ans. Là. J'imagine, par exemple, qu'il faut que tu fasses quand même des bons deals pour faire ce modèle d'affaires-là, parce que, en ayant des prêts dans le commercial qui sont sur 15-20 ans, mettons, là, en règle générale, bien, l'effet de levier est quand même moins fulgurant que dans le résidentiel, que tu vas hypothéquer ça sur 50 ans. Fait que tu réussis à tirer ton épingle du jeu avec le modèle d'affaires optimisation refinancement, même dans le commercial. Donc, j'imagine que... nos bâtisses sont très rentables. C'est simplement, comme tu disais, il y a beaucoup de remboursement de capital qui se fait très rapidement. Mais c'est pas parce que le cash flow est plus faible que la bâtisse est moins rentable. C'est juste que tu rembourses plus vite. On
on réussit à augmenter la rentabilité de nos immeubles énormément par rapport à la rentabilité qu'elle avait au jour qu'on l'a acheté. Je pense qu'on a une expertise pour pouvoir maximiser les revenus de l'immeuble. Moi, je suis un peu plus revenu que dépenses. Là, dans le fond, nos dépenses, il faut qu'ils rapportent, mais on n'essaie pas de lésiner ces dépenses pour pouvoir acquérir plus de revenus. Chaque projet est différent, mais c'est sûr qu'on n'achète pas n'importe quoi. Là. On achète des bâtiments où on le paye à un prix, où qu'on est capable d'avoir un gros gap de valeur entre le prix d'acquisition et la valeur projetée. Je parlais avec un architecte qui me disait que lui, il n'était pas game d'investir en immobilier parce que les risques étaient trop grands. Puis c'est vrai qu'on a plein de mauvaises surprises. C'est continuel. Surtout On dans le est en commercial, immobilier. là, tu sais, c'est cash intensive pas mal. Là, versus, Tout à fait. résidentiel. Puis, tu sais, on gère des problèmes, on règle des problèmes, puis on s'assure que tout notre monde soit toujours heureux. Mais on se garde un gros gap à l'acquisition où on se dit, tu sais, le potentiel de la bâtisse est tellement au-dessus de ce qu'elle est le prix d'achat qu'on peut se permettre de se tromper un peu, puis on va encore faire une bonne affaire. Là. Puis encore une fois, dans ce genre d'acquisition-là, il doit y avoir moins de joueurs avec qui tu te bats que quand tu achètes un 6 logements à Limoilou. Là. Surtout dans le bureau actuellement. Ouais, c'est ça. On est les seuls qui sont loués à 100 dans la Ville de Québec. On est, je lisais, là, on est rendu le 5e propriétaire En superficie. en superficie. Puis on est le seul qui est plein. C'est parce qu'on est plus proche de nos locataires, on en prend plus soin. Puis quand on rencontre des prospects locataires, on est beaucoup à l'écoute de leurs besoins. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la meilleure offre si elle ne cadre pas avec le besoin du locataire. Il faut l'écouter puis essayer d'adapter notre offre à son besoin pour pouvoir... Puis assurément que dans vos questions, vous devez avoir aussi aujourd'hui, c'est ça l'offre de location aujourd'hui, mais avec une croissance de ton entreprise, tu sais, dans 3 ans, 5 ans, ça va être quoi ton nouveau besoin, puis dans 10 ans, ça peut être quoi ton nouveau besoin, pour savoir, tu sais, c'est quoi la stratégie qu'on développe ensemble. Là. Et ils savent que s'ils viennent chez nous, on va pas les menotter à leur local puis au bail qu'ils signent là. Nous, on va vouloir qu'ils croissent dans notre entreprise. Puis s'ils ont besoin de plus grand, ben on va les déménager dans un autre local plus grand dans notre entreprise. Fait que comme ça, il y a des opportunités, puis ils vont pouvoir se développer à travers nous. Là. Puis dans le portefeuille, tu sais, je pense que tu parlais de 25, 50, 25. Admettons 25 détails, 25 industriels, 50 bureaux. C'est à peu près ça. Oui. La superficie des locaux, là, on s'entend l'industriel, ça vient éclater un peu les superficies, mais généralement, c'est du 1000, 5000 pieds carrés. Ça donne quoi un peu dans le portefeuille commercial? Bien, dans le commercial, on a énormément de demandes entre 1000 et 5000 pieds carrés. Fait que quand on a des locaux qui ont beaucoup plus que ça, parce qu'on en a des locataires, puis s'il y a un locataire qui a 15 000 pieds qui se libère, il faut être prêt à diviser le local en plusieurs sections pour pouvoir être capable de leur louer. Puis c'était un peu ça qu'on a fait à plusieurs reprises. Là. Il y a un locataire qui quitte, puis on pense comment on va être capable de relouer ces pieds carrés-là, sachant que quand on a un prospect locataire de 15 000 pieds, on est 50 à se battre pour l'avoir, tandis que à la quantité de petits locataires qu'on reçoit comme demande, là, on est toujours capable de les placer. Là. Quand même, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, dans la croissance de l'entreprise, vous êtes beaucoup Rive-Nord. Vous avez un immeuble sur la Rive-Sud. Pourquoi pas Lévis? C'est l'expertise qu'on a développée. Moi, je sais quel prix on est capable de louer partout dans la ville de Québec, autant résidentiel que commercial. Mais les valeurs et l'attractivité qu'on a envers les locataires, on ne l'a pas à Lévis. Fait que on préfère être bon dans Dans votre niche. Dans notre niche que d'essayer de se développer dans les niches où on prendrait un risque supplémentaire qu'on considère inutile parce que la Ville de Québec est déjà un assez gros marché pour se développer. Là. Puis, tu sais, vous avez gardé quand même la même stratégie qu'au résidentiel, où ce que votre objectif n'est pas nécessairement de louer le prime prix locatif commercial, mais tu sais, de louer à un prix raisonnable qui fait en sorte que vous égorgez pas vos locataires qui, eux, vont vouloir rester avec vous aussi parce que, justement, ils ne sont pas égorgés. Là. On veut que ça soit gagnant-gagnant puis ça soit plus intéressant de venir chez nous que chez la compétition. Fait moi, je considère qu'on loue moins cher que la compétition pour un meilleur produit. Puis on se rattrape sur le fait qu'on garde nos actifs à long terme puis que en investissant dans nos locaux, on va avoir
un produit à long terme qui va se conserver sa valeur. Wow. Pour vrai, écoute, Jean-Michel, j'ai vraiment peur qu'on défonce le temps de l'émission. On est obligé d'arrêter, mais si jamais les gens aimeraient communiquer avec vous, soit pour louer des locaux commerciaux, soit pour louer des appartements sur les différents projets qu'on a parlé ou même sur des appartements existants, on est en plein là-dedans, justement. De quelle façon que les gens pourraient communiquer avec toi? Ils peuvent communiquer. Allez sur notre site web immeublesciment.com ou allez nous appeler au 418-948-1224. Jean-Michel, un grand merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'est un honneur pour vrai d'avoir eu l'occasion de rencontrer, discuter avec vous. Vous faites partie des grands entrepreneurs locatifs dans la région de Québec. Puis on a la chance de se croiser sans nécessairement se parler. Mais là, ça va être vraiment le fun. On va pouvoir avoir cette occasion-là. Si jamais vous avez manqué l'émission, c'est pas grave. C'est disponible sur les différentes plateformes, d'où Spotify, où tu as pu dénicher la bulle immobilière. Mais c'est disponible aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, puis Balados. Bon samedi tout le monde. Merci d'avoir écouté la bulle immobilière. Pour plus de contenu et pour rester bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier, consultez labulleimmobilière.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Rendez-vous au prochain épisode de la bulle immobilière.